Bonjour Hélène Vecchiali. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, vous êtes fondatrice et directrice de DH Conseil et vous venez de publier le livre « Le silence des femmes, pourquoi les femmes se taisent toujours » aux éditions Albin Michel, un livre qui décrypte l'omerta des femmes lorsqu'elles sont confrontées au viol et plus largement au harcèlement sexuel. Un livre dont le sujet n'a jamais été autant dans l'air du temps et qui donne également quelques pistes pour aller plus loin dans la lutte contre ces violences. Alors si, comme vous l'écrivez, l'image de l'agression, elle est avant tout liée à celle d'un inconnu dans un parking, bien la réalité, elle est tout autre. Et je voudrais qu'on s'intéresse, comme on est sur Xerfi Canal, à la spécificité, aux spécificités des violences sexuelles dans le monde du travail. Et vous écrivez ce chiffre qui est particulièrement frappant. Alors les données remontent un petit peu, c'est l'INSEE 2007, mais néanmoins, ça reste frappant. 25% des agressions sexuelles et 4% des viols se sont produits sur le lieu de travail. Alors d'abord, comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce qu'il faut imaginer que le travail, finalement, eh bien, c'est une situation où l'omerta est peut-être un peu plus forte et protégerait l'agresseur? Alors avant de répondre à votre question, je voulais préciser que mon livre ne parle pas que du silence des femmes après un viol, mais du silence de toutes les femmes face à la domination masculine qui perdure dans tous les domaines malgré quelques rébellions. Pour répondre à votre question, au niveau des pourcentages, c'est important de noter que le viol dans un parking avec une arme ou dans un tunnel ou sous un porche, c'est seulement 14% des viols. Les 86% restants sont des viols commis par des proches et donc dans ces proches, il peut y avoir des collègues de travail et des supérieurs hiérarchiques. Cette omerta est importante dans le monde du travail parce que les femmes risquent leur poste. Si elles n'ont pas des preuves suffisantes, il est évident qu'elles vont être licenciées. D'autre part, il se passe un phénomène qui est assez récurrent chez les victimes de viols par des proches et dans le monde du travail, c'est un sentiment de culpabilité. Par exemple, dans le monde du travail, les femmes peuvent avoir demandé à leur manager un peu plus de réconfort ou d'encouragement ou de considération ou d'attention. Et la réponse abjecte qui leur est infligée par un viol les amène à douter de leur innocence. Alors, vous écrivez que pour les victimes, tout cela passe par une libération de la parole et pour que cette parole soit libérée, il faut qu'elle se sente sécurisée. Ce mot-là, il est très important. Alors, il semble pourtant que la parole, elle soit moins libérée dans la sphère du travail. Bon, on parle un petit peu du cinéma, mais c'est quand même un cas relativement particulier. Est-ce qu'il faut en conclure que finalement, l'entreprise, c'est un endroit qui est peu sûr ? Alors, il n'est pas moins sûr qu'ailleurs, mais c'est là où on passe le plus clair de son temps. Donc, c'est évident que la parole, là, elle est souvent réduite pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que si les femmes n'ont pas des preuves absolument imparables, eh bien, elles vont être licenciées. Par ailleurs, si c'est un supérieur hiérarchique, elles ne peuvent pas compter sur le soutien de leurs collègues. Mais je crois aussi que ce qui se passe, c'est que des millions de femmes savent que lorsque une victime parle d'un viol, elle est présumée coupable. C'est quand même le seul crime au monde où la victime est présumée coupable. Donc les femmes le savent et pour cette raison, elles vont se taire parce que sinon elles vont devoir justifier leur innocence, ce qui est quand même un comble. Alors, au-delà de ces violences tangibles, vous allez plus loin en parlant du monde de l'entreprise et vous vous interrogez même sur l'existence d'un viol économique sur des femmes non consentantes au plafond de verre qui freinent à chaque échelon leur progression de carrière et bien entendu salariale. Alors, selon vous, qu'est-ce qui explique l'omerta des femmes face à ce viol économique cette fois-ci ? Oui, vous avez raison, il y a effectivement un viol économique, mais aussi un viol moral. Donc le viol économique, il est connu, plus on monte dans la hiérarchie et moins il y a de femmes. Ça c'est le signe qu'il n'y a pas qu'un seul plafond de verre, mais plusieurs plafonds de verre. Au sein du G20, on considère qu'il y a seulement 12% de femmes, en 2017, 12% de femmes qui appartiennent à des comités de direction ou des comités exécutifs. Et dans le monde, 5% seulement de femmes PDG. Or, comme les femmes ne sont pas contentes de cette différence de traitement, on peut parler effectivement d'un viol économique. Pour ce qui est du viol moral, c'est plus insidieux. Dans le monde de l'entreprise,
il y a une misogynie ambiante qui est là de tout temps. 86% des femmes salariées racontent combien elles subissent du sexisme au travail. Presque 9 sur 10. Oui, donc c'est énorme. 60% des hommes estiment que des blagues sexistes au travail, c'est pas du tout quelque chose de grave. Et pour conclure, en répondant à cette question, je citerai Françoise Héritier, qui est une anthropologue et féministe très connue, et qui disait je ne connais pas une seule femme dans le monde du travail qui n'ait pas été soumise à du machisme. Eh bien voilà, qui fait réfléchir. Et pour poursuivre cette réflexion, j'invite à la lecture de votre livre, très important, Hélène Vecchiali, Le silence des femmes. C'est aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup. Merci.